change de sujet cette fois-ci. On va essayer de voir un petit peu le contexte économique de La Réunion, de ce contexte Covid. On va en parler avec Jérôme Payette dans Causement Réunionnais. Bonsoir Jérôme Payette. Bonsoir. Alors, le chef d'entreprise que vous êtes, comment il regarde d'abord ce contexte économique? On ne peut pas dire qu'on a un bon moral, puisque cette crise sanitaire a beaucoup changé la donne, notamment sur le plan du fonctionnement de l'entreprise même, où en fonction des activités, le chef d'entreprise a des devoirs, le salarié aussi. Mais quand on se réveille le matin pour aller travailler, inévitablement, il est difficile de ne pas penser à cette épidémie. Donc on n'est pas dans un contexte normal. Donc on a cette crainte de dire je vais travailler, qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? Donc ce phénomène-là ne donne pas aux uns et aux autres un moral de fer. Donc on continue à travailler, mais on n'est pas dans notre meilleure forme. Ça, c'est une évidence. D'un point de vue, j'allais dire, de décision, on voit qu'à La Réunion, les élus ne prennent pas de décision. Soit ce n'est pas dans leur domaine de compétence, soit ils préfèrent que ce soit la préfecture qui harmonise les décisions qui sont prises sur ce territoire. Est-ce que quelque part, ce contexte fait que le monde économique s'interroge un petit peu pour savoir un petit peu, est-ce qu'il y a encore des politiques sur qui on peut compter? Alors, la situation est très claire. Les élus, les autorités savent que cette épidémie allait avoir un impact très fort sur le monde économique, sur l'activité, sur l'emploi, sur le développement de l'activité. En tant que chef d'entreprise, et en tant qu'élu conciliaire aujourd'hui, ce que je regrette, c'est qu'on nous a promis monts et merveilles. Et notamment, au début de la crise, le gouvernement a proposé un dispositif qui s'appelle le prêt garanti par l'État. Et ce prêt-là était par anticipation. Il savait que les entreprises allaient traverser des moments extrêmement difficiles sur le plan purement financier. Mais on est au mois de septembre aujourd'hui, ça a été proposé au mois de mars, au mois de septembre. En tout cas, moi j'ai un chiffre, et s'il y a un chiffre différent ou contradictoire, je veux bien l'entendre. Mais en tout cas, sur l'ensemble des départements d'outre-mer, aujourd'hui, à peine 7% des entreprises ont bénéficié du prêt garanti par l'État. Alors, il y a plusieurs explications, mais l'explication essentielle, c'est pas un prêt de l'État, c'est un prêt des banques qui est garanti par l'État. Mais on voit bien là que les banques locales ne jouent pas le jeu. Donc, ils savent bien que le problème d'une entreprise, c'est le problème de trésorerie. Ils n'arrêtent pas eux-mêmes de dire. Et ce prêt-là, il a pour orientation principale de permettre aux entreprises d'avoir une meilleure trésorerie. Alors, la question que je pose au monde financier local, pourquoi vous n'accompagnez pas les entreprises? Et aujourd'hui, il y a une espèce de silence sur le sujet. Personne n'en parle. Et je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on éclaircisse l'affaire, parce que je rappelle que ce dispositif a fini en fin d'année. On est au mois de septembre. Et quand on voit la lenteur pour les gens qui ont pu bénéficier de ce prêt-là, le temps de mettre un dossier en place et que le prêt arrive sur le compte, il y a un temps incroyable. Il y a des lenteurs de traitement de dossier. Alors on va nous dire que oui, dans les banques, ils ont le même souci que les autres entreprises. Ils sont confrontés au télétravail, donc ça ralentit un certain nombre de choses. Mais on sent bien que le système est en panne. Donc, moi je dis qu'il n'y a pas de solidarité nationale, parce que à un moment donné, tout le monde se souvient que le système bancaire français a eu de gros soucis. Mais l'État a volé au secours de ces banques-là. Ils ont donné des sommes importantes. Il y a eu la Banque de France, il y a eu la BCE, la Banque Centrale Européenne. Ils ont été soutenus. Oui. Et aujourd'hui, comment ils renvoient l'ascenseur au monde économique? Mais ils sont pas présents, ils jouent pas leur rôle. On va quand même rappeler que cet argent, c'est de l'argent des Français. Des contribuables, oui. Des contribuables. Cet argent-là, on leur donne avec un taux à taux zéro souvent, Oui. et qu'ils prêtent
qu'ils reprêtent au public à des taux parfois incroyables. C'est clair. Alors, on va nous dire que l'État a prévu d'ailleurs, on va rétablir un certain nombre de choses. Donc, les banques refusent le PGE. L'État nous dit que nous sommes disposés... On va juste rappeler c'est quoi le PGE. Le PGE, c'est le prêt garanti par l'État. C'est un prêt. C'est un prêt. La seule différence, c'est que c'est garanti par l'État à hauteur de 90%. Il en reste 10%. Le risque est amoindri. C'est clair. Donc, mais même avec un dispositif comme celui-là, les banques ne soutiennent pas le secteur économique. Alors on m'a dit, on va nous dire qu'il y aura peut-être 20% des entreprises qui vont bénéficier de ces prêts. Mais les 80%, c'est quoi? Ils n'ont pas le droit? Ils n'ont pas le droit d'exister? On les laisse mourir? Non, c'est le cas, sur le terrain aujourd'hui. On voit bien des petites structures mourir. Parce qu'il n'y a pas d'entraide. En plus, c'est un paradoxe. Ce sont les petites structures qui n'ont pas les moyens de convaincre la banque de leur prêter de l'argent. Mais la banque vous dit quoi aujourd'hui? Amenez-moi votre bilan, alors que le dispositif ne prévoit pas ça. Hein. Vous dit, vous faites une attestation de chiffre d'affaires, on peut aller jusqu'à 25% de prêt par rapport à votre chiffre d'affaires de 2019, par exemple. Mais lui, il se bloque sur le bilan. Alors, on sait qu'on est dans une période difficile. Dans une période difficile, ça veut dire qu'il y a un impact économique. Les entreprises ne peuvent pas sortir des bilans avec des résultats encourageants et extraordinaires. Donc, on est dans une période de restriction. Il est évident que les bilans ne sont pas terribles. Les banques s'arrêtent là-dessus. Donc, ils bloquent le développement du pays. C'est inévitablement ça. Le problème, c'est que là, encore une fois, on voit que la banque, quand les gens déposent de l'argent, la banque joue avec l'argent de ceux qui épargnent, de ceux qui ont des comptes chez eux. Mais quand il s'agit d'investir, d'accompagner les entreprises, la banque traîne des pieds. Elle choisit les entreprises. Ouais. Qui est favorisé par le système? Les multinationales, les grands groupes, le petit artisan du coin, le petit commerçant du coin, ou celui qui a une activité de libérale, lui, il n'est pas considéré comme une entreprise. Donc, il a un rejet systématique du système bancaire. Alors que même, l'argent de la production de son entreprise, il met quand même sur un compte bancaire. Tout à fait. Donc, vous voyez que là, aujourd'hui, moi, je dis, j'ai pas peur des mots, il y a un mépris des très petites entreprises de notre pays. Et ce qui est le paradoxe, c'est que, toujours le même paradoxe, c'est que ce sont les petites entreprises qui, généralement, apportent les moyens aux banques. Parce que on n'a pas le choix, de toute façon, une petite entreprise n'a pas le choix que d'aller dans les banques. Et c'est grâce à cet argent-là. Et plus l'entreprise a des difficultés, plus la banque s'enrichit avec les agios, avec les frais. Mais c'est une grande évidence. Les banquiers aujourd'hui, on voit dans le fonctionnement des comptes des uns et des autres. Ils préfèrent vous voir en difficulté parce que ça rapporte plus d'argent. Tout à fait. Je vous donne un seul exemple. Un chèque rejeté par une banque, même si le montant n'est pas important, il a intérêt de rejeter le chèque, et il sait qu'il va récupérer des agios, des frais, etc. Tout à fait. C'est comme ça qu'ils font de la plus-value sur les comptes des uns et des autres. Donc le système est complètement foireux. Le système est toujours à l'avantage de la banque. Toujours à l'avantage des grandes entreprises, des multinationales, parce que eux s'en sortiront toujours par rapport aux petites entreprises qui n'ont pas d'autres moyens que d'aller supplier la banque de les aider. On va rétablir les choses. Les banques, ce sont des entreprises. Oui. Donc, en tant que chef d'entreprise, je peux quand même comprendre qu'ils sont là aussi pour générer de la plus-value et de faire du chiffre. Ça se comprend, ça. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est pas seulement sur le côté financier des choses. On appelle à la solidarité nationale. Nous sommes dans un contexte économique extrêmement difficile, où tout le monde doit se serrer les coudes pour traverser cette période-là, où forcément il y aura de la casse. D'ailleurs, le ministre de l'économie, Monsieur le maire, dit lui-même que dans les prochains mois, il y aura des faillites en cascade. On le sait que la période va être extrêmement difficile. Mais si on peut, en nous serrant les coudes, en comptant sur les banques, sur un véritable engagement de l'État, des autorités publiques, si on peut sauver un certain nombre d'entreprises, pourquoi on le fait pas? Le débat, il est là, et c'est la question qu'on se pose. Quelles sont les raisons? Nous sommes toujours dans la même démarche, c'est-à-dire que doivent subsister les entreprises qui ont les moyens, qui ont les réseaux, qui peuvent s'agrandir, et quand les petits meurent, c'est toujours à l'avantage de ceux qui restent. Mais moi, je pose une question à tous nos hauts responsables. Peut-on concevoir une économie sans des petites et très petites entreprises? On va demain vers un schéma avec que des multinationales?
Apparemment, c'est le schéma Mais si c'est ça qu'ils veulent, qui se dessine. Je pense que ils vont droit dans un mur. Je veux dire, mais pensez-vous un seul moment, un chef d'entreprise, une petite structure, il perd son emploi, il fait quoi? C'est peut-être, quand on regarde un petit peu le développement de l'économie, il y a les grosses entreprises et il y a les sous-traitants. Ben oui, il y a des sous-traitants, notamment sur le secteur du bâtiment et bien d'autres. Mais un système économique s'appuie sur les petites moyennes entreprises. Au centre-ville, on a besoin d'un boucher, on a besoin d'un coiffeur, on a besoin d'un bijoutier. Oui, mais ce sont des commerces de proximité. On va laisser mourir ces gens-là. Il faut pas qu'ils soient trop indépendants par rapport au gros. Ben, le gros, de toute façon, il va rester, il est gros, je veux dire, mais aujourd'hui, le consommateur, il a compris aussi qu'il faut arriver vers un équilibre. Il faut pas simplement aller dans les grands centres commerciaux et oublier nos commerçants et les artisans du centre-ville. Parce que ce sont aussi des pères et des mères de famille qui ont besoin de voir évoluer leur entreprise et au-delà de ça, même un potentiel de créer des emplois. Oui, mais ces charcutiers, ces bouchers, ces boulangers-pâtissiers, ils sont aussi une concurrence. Pourquoi ? Parce que leurs produits sont de meilleure qualité, parce que ce ne sont pas des produits industriels, quoique aujourd'hui, il y a une partie qui est quand même industrielle, mais par rapport aux grandes surfaces qui font du volume et du chiffre en ayant cette marge de travail. Vous savez, aujourd'hui, inévitablement, par rapport à cette épidémie-là, le problème de santé publique se pose. Et tout le monde sait que la nourriture est un élément important sur la santé publique. Vous pensez vraiment que les produits industriels faits à grande échelle est bon pour la santé des uns et des autres ? Nous préfère pas aller manger un affaire pays ou de qualité qu'aller enrichir les grandes multinationales qui mettent dans nos assiettes des choses. Bon, je vais pas m'étendre sur le débat, mais je veux dire, c'est un véritable problème. Ça, c'est une conscience collective de dire aux consommateurs, pensez à consommer local, pensez à consommer de bons produits au détriment des produits industriels qui ont un incident sur notre santé. Il y a une chose que le public, d'une manière générale, ne voit pas. Lorsque vous consommez dans les grandes entreprises, c'est de l'argent pour les collectivités. D'accord ? Quand vous achetez avec un petit maraîcher du coin, cet argent-là a peu de chances de finir dans les recettes des collectivités. Pourquoi la politique, j'allais dire, favorise les grosses entreprises? Parce que c'est plus facile d'avoir de l'argent avec ces grosses entreprises qu'avec des petites. C'est quelque chose de naturel. Alors, est-ce que c'est naturel pour autant que les politiques ne favorisent que les grosses entreprises? Ça, c'est autre chose. Pour moi, elle n'est pas naturelle du tout. Moi, je plaide pour un équilibre. Pas dire, moi, je suis un anti-multinational, etc. Je veux dire, ils existent. Ils ont des structures dans lesquelles ils font travailler des pères, des mères de famille. Mais ces petites entreprises-là, elles ont le droit d'exister aussi. Oui, je suis d'accord. Je veux dire, si les élus raisonnent que financier et oublient l'aspect humain, c'est-à-dire la créativité, les activités de proximité, etc., en faveur du monde multinational et uniquement pour eux, et exclusivement pour eux, je dis qu'ils font une erreur. On n'est plus dans l'ère du temps de favoriser que le côté financier. Il faut qu'on pense demain à un équilibre financier, oui, parce qu'il faut de la stabilité, il faut financer les collectivités, mais nous avons le devoir de penser aussi de toutes les activités de proximité et aussi penser aux santé de nos concitoyens. Et la santé va passer inévitablement sur la consommation, comme j'ai dit tout à l'heure, de produits de qualité. Alors, dans ce cas, est-ce que c'est au public d'imposer leur choix, d'aller moins dans les grands centres commerciaux, d'acheter plus chez les charcutiers, les bouchers, les maraîchers, ou est-ce que c'est aux politiques de trouver cet équilibre? Non, on va pas tout mettre sur le politique non plus, c'est une conscience collective. Le consommateur doit comprendre que il est bien content que le grand centre commercial l'ait fermé un dimanche vers 1h ou 2h de l'après-midi du tout le petit commerçant du coin. Mais la conscience collective doit dire, allons équilibrer un peu. C'est là la question. Est-ce que cet équilibre-là est dans la tête des gens? Est-ce qu'il y a que quelques-uns qui pensent qu'il faut trouver un équilibre? Comment faire pour parvenir à cet équilibre? Mais justement, là aujourd'hui, le gouvernement a lancé le plan de relance. 100 milliards,
on nous impressionne avec des gros chiffres. 1,5 million pour... 1 milliard. 1,5 milliard, pardon, pour les départements d'outre-mer. Après, on verra pour la Réunion. Mais quand on regarde ce qu'il y a Sur 2 ans. 2 ans, oui, mais mettons de côté l'aspect financier, mais les orientations. Mais les orientations, on voit bien que tout est concentré sur l'écologie, très bien. Mais on voit bien qu'il y a une grande orientation sur les activités de grand volume, de multinationales. Sur ce point-là, il y a entre autres, il y a aussi une chose, c'est que la route du littoral est également dedans. Oui, c'est dedans. Donc, moi, ça n'a pas tiré à boulet rouge là-dessus. Non, je te vois. Si il peut permettre à relancer et enfin finir cette route-là et que les transporteurs puissent travailler, ça pas mettre une opposition là-dessus, aucun problème. Mais au-delà de la nouvelle route du littoral, les chambres consulaires aujourd'hui ont une mission importante. D'ailleurs, sur ce point, j'ai demandé au président de la Chambre des métiers, institution dans laquelle je suis élu, de mettre en place une commission de prospective, c'est-à-dire de réfléchir que va devenir l'artisanat demain. Allons faire des propositions, parce qu'aujourd'hui, on sent que il laisse une fenêtre ouverte dans le programme de relance, le plan de relance. C'est à nous aussi de faire des propositions. N'y attendent pas qu'ils tombent du ciel. Allons concerter à nous, allons voir qu'est-ce qui est bon demain, en termes de propositions, de mettre sur la table et de mettre le gouvernement en face de ses responsabilités. D'ailleurs, on a une chance aujourd'hui. Le président, le ministre des PME et TPE et l'ancien président de l'Assemblée permanente de tous les chambres des métiers de France. C'est une belle opportunité, ça. Je veux dire, allons chacun à son niveau sectoriel de faire des propositions dans le cadre du plan de relance. Notamment, redynamiser le commerce du centre-ville. Là, j'ai pas des idées arrêtées, mais allons ouvrir la réflexion et faisons des propositions. Cette demande-là a été faite à Bernard Picardeau. Oui, je l'ai rencontré personnellement, on a discuté, moi je lui ai dit, attendons pas que ça tombe du ciel. Vous ferez également la même démarche vis-à-vis de M. Patel Je ferai pareil, mais enfin bon, ça serait même bien que demain, dans cette plan de relance-là, que les 3 chambres consulaires se concertent sur des grandes orientations, sur le développement de notre économie insulaire. Et probablement et fortement, il y a des choses encore à faire. D'accord. Alors, aujourd'hui, cette démarche-là, elle est à initier. Avec qui faut-il l'initier? Avec les professionnels ou avec des politiques? Écoutez, moi je vais vous dire une chose. On est bien servi que par soi-même. Commençons déjà à un premier niveau de se concerter avec les professionnels. Après, le politique, là, quand on discute avec les là, souvent la réaction c'est de dire, mettez ça d'accord entre eux autres. Si votre dossier est viable, il tient la route là, ma porte aller, où ça il faut porter aller, ben là on donne à d'autres matières. Laisse pas seulement le politique de dire c'est où doit faire, non, on doit contribuer. Dans la configuration actuelle, dans le contexte économique actuel, nous devons tous prendre des responsabilités. Attendre pas qu'il tombe du ciel mérodi. Il faut que chacun participe à l'évolution et sur un projet pour demain. Jean-Mariette, à quel niveau de cette action vous voulez vous situer et est-ce que vous voulez en être le porte-parole? Est-ce que vous allez aller frapper aux portes? Est-ce que vous allez mobiliser? C'est pas une démarche individuelle. Aujourd'hui, que ce soit une démarche collective. Si demain on me dit porte ce dossier-là, allez voir, m'assume ma responsabilité, mais pas obligatoirement que ce soit moi. Mais il peut contribuer à mon juste niveau de faire des propositions dans tel ou tel secteur. Après, dans un consensus, on arrive à dégager des choses de très fort, et on vient avec un dossier qui est clair, que ce soit moi qui le porte ou quelqu'un d'autre, peu importe, c'est le résultat qui va compter. Mais il faudra quand même mobiliser, il faudra sensibiliser. Je pense que là, nous l'avons un peu éparpillés, nous là, chacun dans son coin, chacun a un peu d'idées. Mais allons regrouper, sans faire des grandes messes, parce que moi, on n'est pas favorable du tout aux grandes messes. Souvent, il naît des projets autour d'une table avec 3-4 personnes qui amènent des choses sensées. Après, on peut écouter les uns les autres, mais on ne va pas passer un siècle non plus. À un moment donné, il faut ficeler les propositions. Mais il dit souvent, il vaut mieux commencer avec une affaire, quitte à amender pendant le parcours, que ne rien faire, parce que sinon, on n'avancera pas. D'accord. Vous lancez l'appel aujourd'hui, vous lancez l'appel? Mais lancer un appel, oui. Il dit à chacun de nous de prendre conscience que nous, à travers cette épidémie-là, nous n'est pas dans un contexte normal, nous, là. C'est pas en tirant sur les uns et les autres que nous va solutionner le problème, Nous doit anticiper. Parce qu'aujourd'hui, on a le Covid, demain, on ne sait pas,
Ouais. Et justement, c'est ça. C'est là que l'être humain, de manière générale, le chef d'entreprise, le politique, doit penser qu'il faut préparer demain. Et ça, c'est ce qu'on n'a pas fait pour le Covid. Moi, je pense qu'on l'a pas anticipé sur beaucoup de choses. Si on avait anticipé, on ne serait pas dans cette situation-là. Pourquoi? Parce qu'on divise les gens, on est en permanence à être dans l'improductivité alors qu'on oublie l'essentiel. Et cet essentiel-là, aujourd'hui, c'est quoi pour vous? L'essentiel, c'est de dire, il y a une situation, on la voit, on la vit. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on s'en sorte? D'accord. Alors, ce que je propose, c'est que j'attendrai que vous ayez avancé sur ce dossier. Vous reviendrez pour nous faire un petit peu On aurait le plaisir d'avoir un membre de la Chambre de commerce, Chambre de métier, pour dire, oui, finalement, il vaut mieux qu'on aille dans ce sens-là. Chacun avec ses divergences, ça pose pas de problème. Ça, au contraire, mais il dit que souvent, le débat contradictoire fait avancer les choses. D'accord. Donc, allons ouvrir le débat et surtout mettre sur la table des propositions et calons-nous sur ce plan de relance-là. D'accord. Ce que je propose, c'est que la prochaine émission, on essaye de voir si vous êtes d'accord, vous venez, et avec des interlocuteurs pour voir un petit peu. Sans problème. Voir un petit peu où ils en sont. D'accord? Sans souci. Merci. Okay. Merci, Giraud Payette. Merci beaucoup. Merci donc pour ces éléments. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci, François. Merci, Hélène. Je vous dis à bientôt.